aujourd'hui sur ce sujet pour une conférence d'à peu près 1 heure. Voilà, ben, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Et d'abord, je tiens à remercier l'Institut des hautes études sur la justice de me laisser en fait intervenir dans ce séminaire droit et mathématiques. Et oui, effectivement, il va être question d'épistémologie. Et je voudrais commencer quand même en rendant hommage à mon maître, Christian Attias, qui est quand même le fondateur en fait en France de l'épistémologie juridique. C'est lui qui a eu l'idée de s'interroger épistémologiquement sur le droit. Et ça me paraît important de le préciser parce que lorsqu'au début des années 80, il avait lancé ce projet, il a quand même écrit 3 ouvrages en tout à ce sujet, plus toutes ses publications, bien entendu. Eh bien, en fait, les juristes ne comprenaient pas vraiment l'intérêt d'une réflexion épistémologique sur le droit. Et je pense que s'il était encore parmi nous, il aurait beaucoup à dire sur la justice prédictive qui engage nécessairement une certaine conception épistémologique du droit. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir, en vous précisant, et ça me semble important de le préciser aussi à titre liminaire, que, comme l'a dit James Taylor, je suis directeur du laboratoire de théorie du droit, mais surtout je travaille au sein du laboratoire de théorie du droit depuis 2010 sur les thématiques du raisonnement et de l'argumentation juridique. Et c'est à ce sujet que j'ai été contacté par la société Jury-Prédis, avec laquelle j'ai travaillé, qui développe un moteur de recherche jurisprudentielle doté d'intelligence artificielle. Et donc, j'ai été au tout début de l'aventure, également avec un groupe d'avocats, pour la conception de ce moteur qui a été financé aujourd'hui, enfin, qui aujourd'hui est financé par la conférence des bâtonniers et adopté par la conférence des bâtonniers. Et donc, il y a un lien direct avec les professionnels du droit, bien sûr. Moi-même, bien sûr, je suis aussi ancien avocat, donc je connais les problématiques de terrain en plus d'être universitaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les questions que je vais aborder ce soir, ce sont certes des questions épistémologiques, mais c'est des questions que j'ai été obligé de me poser, enfin qu'on a été obligé de se poser, parce que je ne suis pas tout seul. J'ai travaillé de manière étroite et je travaille encore de manière étroite avec des chercheurs en intelligence artificielle et avec des ingénieurs informatiques, bien entendu. C'est des questions qu'on a été pour tout simplement concevoir un projet global dit alors de justice prédictive, mais je vais revenir en fait sur tous les termes. Alors, l'idée principale, je vous la livre, bon, elle va peut-être vous paraître banale, mais il me semble qu'elle est oubliée dans la plupart des publications qui traitent de ce sujet, c'est que la programmation repose sur un modèle épistémologique sous-jacent. Donc, on ne peut pas programmer si on n'a pas un modèle, une théorie, si vous préférez, qui permet de savoir où est-ce qu'on va. Autrement dit, avant de déterminer quel type d'algorithme on va avoir, quel type de programme, encore faut-il déjà, en langage naturel, langage de la vie de tous les jours, concevoir les objectifs du moteur et avoir une représentation minimale du raisonnement juridique. Alors, qu'est-ce que j'entends par modèle épistémologique? Je l'avais mis en fait dans la présentation. Le modèle épistémologique, c'est pour moi un ensemble de concepts qui permet de se représenter l'activité intellectuelle du juriste. Et si on n'a pas en fait cet ensemble de concepts, si on ne se représente pas l'activité intellectuelle du juriste, comment en fait faire une programmation qui permette de l'aider dans son activité intellectuelle ou à plus forte raison qui prétendrait le remplacer dans cette activité? Alors, c'est vrai que pour le titre de l'intervention, j'aurais pu parler de paradigme, mais bon, ça me semble toujours assez problématique de parler de paradigme et de l'emprunter en fait à Thomas Kuhn dans la structure de la révolution scientifique, qui définit en fait le paradigme comme un exemple normatif de la science normale. C'est ce que les membres d'une communauté scientifique possèdent en commun, et réciproquement, une communauté scientifique se compose d'hommes qui se réfèrent au même paradigme. C'est ce qu'il dit dans la structure de la révolution scientifique. Donc, on pourrait aussi parler en fait de paradigme du raisonnement juridique, mais bon, le terme n'est pas très usité. Puis, il y a toujours le problème pour l'épistémologie juridique qu'on a souvent reproché à mon maître, que je citais, donc Christian Attias, d'utiliser des concepts qui avaient plutôt été élaborés pour les sciences dures, tandis que le droit n'était pas une science dure. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé de modèle plutôt que paradigme, mais on pourrait parler de paradigme. Alors, l'autre point essentiel de définition, avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est qu'est-ce qu'on entend par justice prédictive. Alors, j'ai laissé l'intitulé de justice prédictive parce que c'est le terme qui aujourd'hui parle à tout le monde, mais à mon sens, ce terme-là recèle en fait des ambiguïtés ou des pièges
que je vais tout de suite dénoncer. Bon, déjà, c'est une traduction en fait en anglais de Predictive Justice qui n'a pas la même force en fait en anglais qu'en français, puisque en anglais c'est beaucoup moins fort comme idée, puisqu'il y a plus une idée d'anticipation que de prévision stricte, comme on pourrait l'avoir en fait en français. Mais disons que ce qui me dérange, c'est que on est face, avec la justice prédictive, à 3 points que les auteurs commencent à toucher du doigt comme étant en fait des mythes. Et d'ailleurs, dans une dernière petite publication à la revue trimestrielle de droit civil, j'ai parlé en fait du mythe de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que premièrement, le premier mythe, mais ça tous les chercheurs en intelligence artificielle le savent déjà, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas pour fonction de reproduire le raisonnement humain. Il peut reproduire le résultat du raisonnement humain, mais en fait, il ne reproduit pas la structure psychologique du raisonnement humain. Et pourtant, il y a encore beaucoup de publications parmi les juristes en fait, qui sont déjà en fait, sous l'emprise de ce mythe, c'est-à-dire d'une substitution, j'allais dire, quasiment directe de l'homme à la machine, parce qu'il serait possible en fait, de reproduire le raisonnement humain par une intelligence artificielle, c'est-à-dire en fait, un programme avec des algorithmes et une suite donc, finie d'instructions, non ambiguë et finie d'instructions. Bon. Mais surtout, le deuxième point qui commence à émerger dans les publications, c'est la conscience que la justice prédictive, telle qu'elle a été présentée jusqu'alors, précisément, est un mythe, au sens où elle a eu beaucoup plus en fait, une fonction rhétorique qu'une fonction en fait, opératoire. C'est-à-dire que quand on regarde tout le discours de ce qu'on appelle les legal tech, même si je n'aime pas beaucoup les anglicismes, enfin, c'est comme ça en fait, qu'on les dénomme. Donc, en fait, toutes ces sociétés qui s'intéressent justement au croisement du droit et de l'intelligence artificielle, eh bien, tous les papiers des journalistes, mais même les papiers des juristes, dans les revues spécialisées, même dans les archives de philosophie du droit, on n'évite pas quand même cette tarte à la crème, je suis désolé en fait pour l'expression, que il y aurait une substitution de l'homme à la machine, qu'on remplacerait en fait les juges par des machines, qu'on remplacerait les avocats par des machines. Et c'est vrai que l'actualité a aidé à ces effets d'annonce, puisqu'en fait on sait que l'Estonie, il y a très peu de temps, avait annoncé qu'il mettrait en fait en place ce type de choses pour des litiges inférieurs à je ne sais plus quelle somme, de 5 000 ou 7 000 euros, enfin bon, peu importe. Donc il y a eu toute une rhétorique, tout un discours, mais qui, pour moi, n'interroge pas en fait l'essentiel, qui reste en fait de l'ordre du fantasme, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire en fait au sens d'une espèce d'illusion ou d'imagination. Et justement, en parlant du fantasme, je voudrais parler aussi d'un troisième point à propos de la justice prédictive, qui me semble être le fantasme du machine learning, ou apprentissage en fait automatique. Alors, on sait que l'apprentissage automatique, qu'il soit supervisé ou non supervisé, permet normalement, avec une grande quantité de données, à la machine de produire ses propres règles pour améliorer ses performances. Et donc, on a un Français que tout le monde connaît, qui est Yann LeCun, qui a travaillé en fait pour Facebook sur la reconnaissance d'images, qui a proposé les réseaux de neurones, qui a proposé, qui a fait toute sa recherche sur ce type en fait, de problème et qui a eu, bien entendu, des résultats tout à fait surprenants. Et en fait, on sait qu'on a également des résultats qui sont très bons dans le domaine du jeu, avec, comment il s'appelle, Deep Blue pour les échecs, AlphaGo pour le jeu de Go. Mais je ne renie pas la puissance de l'apprentissage automatique, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'il faut se méfier d'une analogie abusive qu'on pourrait faire pour le transposer au droit. C'est-à-dire que quand on regarde en fait la reconnaissance d'image, quand on regarde, qui a d'ailleurs nécessité cette reconnaissance d'image, beaucoup en fait l'étiquetage aussi par des êtres humains. On l'oublie souvent, il y a une grosse expertise humaine derrière. Donc, quand on regarde la reconnaissance d'image, mais également donc le jeu d'échecs ou le jeu de Go, bien sûr, ça part aussi d'une expertise humaine, mais dans le jeu d'échecs ou le jeu de Go, ce qui a fait en fait la puissance de la programmation, c'est que la machine a pu jouer en fait des parties contre elle-même. C'est comme ça en fait qu'elle a pu apprendre. Mais pourquoi ? Parce que le jeu, c'est un univers qui est complètement fermé. Enfin, je parle du jeu d'échecs ou du jeu de Go, c'est-à-dire qu'en fait, les règles elles sont définies une fois pour toutes. Alors, il y a une certaine
série de combinaisons, mais enfin, bon, elle est, disons, calculable aujourd'hui en fait en l'état de la puissance en fait des machines. Mais pour le droit, c'est beaucoup plus compliqué. Et je citerai en fait qu'un seul philosophe qui est Herbert Hart, qui est très connu pour avoir repris l'idée de la texture ouverte du langage, qui est là aussi devenu en fait un lieu commun de la philosophie du droit. Mais bon, dans le droit, la dimension sémantique, la dimension interprétative, ou pour employer des grands mots, la dimension herméneutique est tellement importante que penser que par le seul machine learning, l'apprentissage automatique, en fait, on va améliorer les performances de la machine, et surtout, quel programme on va améliorer et quelle machine on va améliorer. Et c'est de ça dont je voudrais parler ce soir, à travers un concept tout à fait connu, d'un auteur tout à fait connu, qui est le concept d'obstacle épistémologique, qui est dû à Gaston Bachelard, donc qui est un auteur que personnellement j'admire beaucoup, que je trouve à une langue claire, et qui a énormément, à mon sens, apporté en fait à l'épistémologie. Et donc, dans la formation de l'esprit scientifique, il nous dit que l'opinion pense mal parce qu'elle traduit ses besoins en connaissances. C'est écrit dans les 2 ou 3 premières pages de la formation de l'esprit scientifique. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui investissent dans la justice prédictive, toutes les sociétés qui mettent de l'argent là-dedans, mais on pourrait leur opposer en fait la phrase de Bachelard. Ils pensent mal parce qu'ils traduisent leurs besoins en connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient avancer vite avec de l'argent et faire de l'argent, ce qui est pas, je vais dire, critiquable en fait en soi. Mais il faut souvent penser contre nos premières intuitions. C'est ce que montre Bachelard en fait dans la formation de l'esprit scientifique. Alors lui, bien entendu, il prend des exemples en fait en physique. Mais moi, les exemples que j'aimerais prendre en fait ce soir, ce sont des exemples bien sûr qui sont tirés du droit, de la théorie du droit et de l'épistémologie du droit. Alors, je n'ai pas réussi en fait à classer de manière extrêmement rationnelle, à faire un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Donc, j'ai pris 10 questions. Voilà. Je les ai numérotées de 1 à 10. Écoutez, comme ça, vous pourrez les noter. On saura quand est-ce qu'on passe d'une question à une autre. Ça va de 1 à 10. Il n'y a pas en fait de hiérarchie particulière entre les questions. Bon, je les ai presque posées en fait sur le papier dans l'ordre dans lesquels elles arrivaient. Et de tous les problèmes, en fait, toutes les questions en fait, qu'on s'est posées avec la société Juriprédis et que je me suis posé même avant d'accepter le projet, parce que j'étais très réticent à accepter ce projet. Je l'ai refusé 3 fois, mais ils étaient très insistants. Et pourquoi je l'ai refusé? Parce que moi-même, je ne m'étais pas purifié de mes propres obstacles épistémologiques. C'est-à-dire que je restais encore sur l'idée mythique d'une justice prédictive où en fait la machine allait se substituer à l'humain. Donc il a fallu que moi-même je fasse tout un travail pour me dire qu'en réalité, le projet, ce n'était pas la justice prédictive, mais l'application de l'intelligence artificielle au droit, ce qui est complètement différent. Alors, la première question, à mon avis, qu'il faut se poser, et qui est directement en, fait, en lien avec le fait que la programmation repose sur un modèle épistémologique sous-jacent, c'est quelle théorie du raisonnement juridique? Quelle théorie du raisonnement juridique? Parce que si on programme quelque chose, alors non pas en fait une reproduction du raisonnement, mais si en fait on n'a pas une représentation minimale de ce qu'est le raisonnement juridique, comment même concevoir un programme qui aide le juriste dans son raisonnement? Je ne dis pas qu'il se substitue à son raisonnement, mais simplement en fait qu'il aide. Bon. Or, le constat qu'on peut faire dans la théorie du droit, tout au cours du XXe siècle, c'est que finalement, on a 2 modèles du raisonnement juridique qui ne peuvent pas permettre une quelconque fertilité dans la programmation d'une intelligence artificielle appliquée au droit. Le premier modèle, c'est un modèle dont tout le monde sait en fait qu'il est faux, c'est le modèle du syllogisme juridique. Vous le trouvez dans tous les manuels qu'on m'a enseigné, même quand je suis rentré à l'école d'avocat, il y a même des avocats qui m'ont enseigné ça, donc ça m'a toujours trouvé ça très curieux, puisque n'importe quel avocat sait qu'il ne raisonne pas selon un syllogisme. Donc, il enseigne vraiment, pour moi, c'est vraiment le statut du mythe, puisque le juge ne raisonne pas par syllogisme, l'avocat ne raisonne pas par syllogisme, mais on continue à dire que le raisonnement juridique est un syllogisme, et dans les manuels de droit, dans les traités de droit, on dénonce son irréalité totale et son absence de caractère empirique. Bon, très bien. Donc, si je pars de l'idée que le raisonnement juridique, c'est un syllogisme, bien entendu, je n'irai pas très loin. Mais il y a une deuxième en fait, théorie du raisonnement juridique qui nous vient en fait, des États-Unis, qui a bien pénétré en, fait, en France, c'est toutes les théories qui tiennent en fait, à ce qu'on appelle le réalisme juridique. Qu'est-ce que c'est que le réalisme juridique?
C'est l'idée que, essentiellement, la décision du juge, elle est causée par des facteurs sociaux, psychologiques, idéologiques, moraux, éthiques, politiques, mais que les textes de droit ne déterminent pas sa décision. Donc, par exemple, la science politique ferait de meilleures prédictions qu'une analyse en fait, textuelle, même de l'argumentation que déploient les juges dans leurs décisions. Cette argumentation étant censée être seulement en fait, un masque de leurs véritables opinions politiques et psychologiques sous-jacentes. Donc, le problème en fait, de ce modèle-là, c'est que si on veut programmer une intelligence en fait, artificielle sur la base de ce modèle, eh bien, il faut récupérer exactement toutes les informations qui sont contextuelles et qui sont extérieures en fait, aux décisions de justice. Donc déjà, en fait, en termes de recueil de données, c'est absolument faramineux, extrêmement problématique. Alors, on pourrait imaginer, bien entendu, de se cibler sur certaines juridictions, de se cibler en fait, sur certaines personnes. Mais en France, en plus, le problème, c'est que les décisions de justice sont couvertes par le secret du délibéré. Enfin, du moins, il y a le secret du délibéré. Donc, certes, en fait, on a souvent le président de la décision, mais le président de la section, pardon, qui rend la décision, par exemple, pour les arrêts de la Cour de cassation. Enfin, on ne connaît pas en fait les avis de toutes les personnes qui ont composé en fait le délibéré. Et moi-même, en fait, pour avoir assisté, avoir la chance et l'honneur d'assister à un délibéré de la première chambre civile de la Cour de cassation, en fait, on s'aperçoit que la décision, oui, elle est prise lorsqu'elle est prise en, fait, en pleine section. Il peut y avoir jusqu'à une quinzaine de voix en fait, qui s'expriment. Et tout ça, en fait, on ne le retrouve pas en fait, dans la décision. Donc tout ça, ça m'amène en fait, à une première conclusion sur cette première question. C'est que, pour commencer, en fait, pour moi, quelque chose de sérieux, il faudrait peut-être mener des études de psychologie empirique sur le raisonnement juridique, comme celles qui ont été menées sur le raisonnement médical dans les années 80-90 en psychologie cognitive. Je pense que ce serait essentiel pour savoir déjà psychologiquement comment le juriste en fait, se positionne vis-à-vis de sa propre connaissance. Donc, disons que à la question aujourd'hui, quelle théorie du raisonnement juridique, on a des réponses philosophiques sur le choix d'une théorie du raisonnement. En fait, on n'a pas de réponse en fait, empirique sur la manière dont le juge raisonne réellement. Donc, toutes les approches que nous avons, essentiellement, sont des approches critiques, mais qui dénoncent en réalité des théories auxquelles les juristes eux-mêmes n'adhèrent pas. Donc, ce qui, quand même, est, à mon avis, un sacré problème en fait, épistémologique pour en fait, progresser dans l'application de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, mon deuxième point, c'est un point de vocabulaire, mais qui cache en fait un problème conceptuel, c'est est-ce qu'il faut parler de justice ou de jurisprudence prédictive? Parce que pour moi, c'est plus qu'une nuance dans les termes. Si on parle de justice prédictive, si en fait le véritable projet qu'on se donne, c'est de déterminer la solution que le juge va adopter, ça veut dire que la machine est censée fixer la solution. Et que finalement, on ne fait pas de différence entre prédire le droit et dire le droit. Prédire le droit devient dire le droit. Puisqu'en fait, si on sait ce que le juge va décider, eh bien, en réalité, on a déjà dit le droit. Donc, la machine dit le droit, en fait, à la place du juge. Mais cette vision-là de la justice prédictive, bon, je l'ai critiquée tout à l'heure, mais je peux y revenir, en fait, elle repose en fait, sur une forme de paradoxe. C'est qu'au fond, la solution, en quelque sorte, elle est fixée d'avance. Donc, on se demande même, en fait, pourquoi le juge reviendrait sur la solution, puisqu'elle est fixée d'avance, en fait, par la machine à partir, en fait, des données qu'il est censé, en fait, exploiter. C'est pour ça, en fait, qu'il me semble épistémologiquement plus fécond de raisonner sur la jurisprudence prédictive. Alors, qu'est-ce que j'entends par jurisprudence prédictive? C'est-à-dire le fait d'identifier les arguments qui vont être utilisés, ce qui est complètement différent comme démarche. Donc, il ne s'agit pas de savoir quelle est la solution qui va prévaloir, puisqu'on est face, en pratique, au paradoxe de la solution déjà connue, c'est-à-dire qu'un avocat part de la solution qui arrange son client. Et le juge, lorsqu'il doit trancher, a déjà les deux solutions qui sont arrêtées devant lui. Il doit trancher entre les deux solutions. Donc, son problème n'est pas un problème de savoir quelle est la solution qu'il faut prendre, mais quels sont les arguments qui militent pour chacune des solutions qui lui sont présentées. Donc, c'est en termes d'argumentation qu'il faut plutôt raisonner, selon moi, et surtout,
il faut que l'intelligence artificielle, elle permette d'anticiper les précédents qui vont être invoqués au soutien de chacune des solutions. Donc, d'essayer de savoir finalement sur quel terrain le débat va se dérouler. Mais ça ne préjuge absolument pas de l'issue du débat. Le débat, en fait, reste complètement ouvert. Alors, il me semble que du coup, on doit en tirer une conséquence très importante, et moi je l'ai tirée en fait tout de suite dans l'élaboration du moteur de recherche JuryPredis, c'est que justement, il faut commencer par un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre reproduire des segments d'argumentation si déjà, en fait, on n'a pas un moteur de recherche qui trie les précédents pertinents de ceux qui ne sont pas pertinents au regard du problème posé. Donc, si on n'a pas déjà ce moteur de recherche qui agrège les données avec un degré suffisant de pertinence, eh bien, on ne pourra jamais franchir la deuxième étape, qui est l'étape en fait, d'anticipation en fait, des arguments. Et on s'aperçoit dans la pratique, et vraiment, je veux dire, je le dis pour tous ceux qui auraient peur, tous les juristes qui auraient peur d'être remplacés par la machine, faire un simple moteur de recherche qui donne des résultats pertinents est extrêmement complexe et difficile. Et même avec des chercheurs en intelligence artificielle, qui d'ailleurs, j'ai remarqué, sont toujours très optimistes, beaucoup trop optimistes sur les résultats. Et on a encore eu en fait un cas, même si on a réussi, on a fait des progrès énormes dans la société JuryPredis, grâce en fait après d'une quarantaine en fait de chercheurs, on a pu monter en fait un programme d'anonymisation automatique des décisions de justice. Mais ce qui était annoncé comme devant prendre un mois a pris en réalité quasiment un an. Voilà. Donc, souvent, les difficultés, en fait, elles sont sous-estimées. Alors, toujours dans l'idée en fait, de vous donner un peu les dessous en fait, théoriques de l'élaboration du moteur, le choix que j'ai fait, c'est pour déterminer la pertinence du moteur, c'est que j'ai choisi de raisonner par élimination. Ça me semblait en fait beaucoup plus facile en fait, à programmer, non pas de dire quelle était la décision de justice pertinente, mais quelles étaient les décisions de justice qui n'étaient pas pertinentes. Donc, en fait, j'ai proposé en fait, la programmation de règles qui permettent en fait, d'éliminer les décisions qui ne sont pas pertinentes au regard du problème posé. Et donc, en fait, d'avoir un filtrage comme ça, et donc ce qui est censé rester, c'est des choses qui, en fait, qui sont pertinentes. Alors que je soupçonne beaucoup d'autres moteurs de recherche, je n'ai pas cité de nom, mais tout le monde en fait, les connaît, d'avoir en fait, le raisonnement inverse, c'est-à-dire plutôt d'avoir en fait, des approches de type sémantique, et de chercher en fait à partir de toutes les dernières recherches qui sont faites dans ce domaine-là, d'identifier ce qui est directement en fait pertinent. Bon, nous, on a choisi en fait la méthode en fait inverse. Donc, c'était mon deuxième problème ou obstacle épistémologique, justice ou jurisprudence prédictive. Donc, j'ai commencé par les deux plus lourds, à mon sens. Vous avez dit qu'il n'y avait pas tellement de classifications, mais quand même, ces deux-là, en fait, c'est les premiers qui me sont venus à l'esprit parce que c'est les deux plus importants en fait, qu'on a dû résoudre dès le début. Alors, il me reste en fait donc, toute une suite, donc je vous donne le troisième problème. C'est de suite savoir si le droit est un discours, un langage ou une décision. Parce que si c'est une décision, il est très important d'identifier des facteurs contextuels, comme le réalisme juridique américain en fait, le voudrait. Si c'est un discours, ça signifie qu'on peut en faire un traitement documentaire strict, donc un discours qui se retrouve en fait sous forme textuelle. Mais si c'est un langage, ça signifie que le droit n'est pas simplement formulé dans un langage naturel, mais il est un code à l'intérieur du code. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le droit est formulé en fait en langage naturel qu'il est dépourvu en fait de concepts propres. Et une des difficultés qui s'est tout de suite en fait dévoilée lorsqu'on a construit le moteur, c'est que lorsque j'ai dialogué avec les chercheurs en intelligence artificielle qui avaient l'habitude du langage naturel, ils avaient toujours une tendance à vouloir appliquer des solutions déjà connues dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine du langage naturel au texte juridique. Mais je leur ai expliqué que ce n'était pas possible, parce que les textes juridiques, ils sont déjà premièrement structurés avec des exigences différentes. Donc, ils ne sont pas structurés en fait, comme des textes
j'allais dire comme un roman, par exemple, ou même comme un texte, même philosophique, avec une suite d'arguments. Donc, il y a déjà une structure propre, mais surtout, le sens en fait, des termes est différent en, fait, en droit. Il y a même des sens qui sont complètement propres en fait, au droit, hein, donc un vocabulaire technique propre, et que donc, du coup, il faut l'intégrer dans l'analyse. Or, là aussi, autre obstacle épistémologique, le droit comme langage n'a fait l'objet quasiment d'aucune recherche. Tout le monde sait en fait que le droit est lié en fait au langage naturel, donc ça tout le monde le sait, mais il y a beaucoup d'applications des théories linguistiques en fait au droit, mais une réflexion sur la structure, la syntaxe propre des concepts juridiques, elle n'est pas menée. Or elle est décisive ici, puisque la manière en fait dont les concepts présentent des degrés de proximité influence la manière dont en fait vous cherchez, vous agrégez en fait l'information. Donc si en fait on n'a pas un minimum d'expertise juridique sur la structuration en fait, conceptuelle, savoir comprendre déjà que les obligations contractuelles, ce ne sont pas les obligations intellectuelles, que la formation du contrat, ce n'est pas l'exécution du contrat, que la résolution, ce n'est pas la nullité, etc., etc. Mais en fait, si on n'a pas toutes ces connaissances, on va faire des erreurs même dans l'étiquetage, tout simplement, des décisions de justice, et même on va faire une erreur dans la manière dont on va pondérer certains facteurs pour la recherche de l'information dans les décisions de justice. Donc, ça me semble être aussi un obstacle. Pourquoi? Parce que c'est à la fois intuitif que le droit est un discours, mais ce n'est pas pris au sérieux dans la théorie. C'est-à-dire qu'en fait, on manque de recherche qui, justement, dévoile ce qu'est en fait la véritable syntaxe sous-jacente en fait au droit, qui ne se réduit pas, bien entendu, à la syntaxe du langage naturel, je le répète. Quatrième problème ou obstacle épistémologique, alors qui me semble aussi un problème vraiment central et qui est une question, à mon avis, que certains, enfin, pour avoir discuté avec eux, qui ont voulu mener des projets de justice prédictive, des questions en fait, qu'ils ont oublié de se poser, c'est est-ce que les règles sont des causes? J'entends par là, est-ce que les règles de droit sont à l'origine des décisions que prend le juge? Si vous traitez les règles comme des causes, vous allez penser que les arguments invoqués dans la décision de justice sont à l'origine de la solution de la décision de justice. Et donc, vous allez avoir tendance à faire une approche statistique, puis vous allez peut-être tenter une approche probabiliste à partir de ces statistiques pour essayer de déterminer un certain degré dans la certitude, enfin le hasard ou l'incertitude, pour vous dire, ben voilà, si j'invoque tel argument, quelle chance en fait j'ai d'avoir en fait la même solution. Ben, ça, c'est si vous pensez en fait que les règles sont des causes. Sauf que moi, je pense précisément que les règles en droit ne sont pas des causes. Et que donc, si on part de ce présupposé épistémologique, je pense que déjà, il y a un biais énorme dans la manière de concevoir le projet de l'intelligence artificielle appliquée au droit. Parce que les règles ne sont pas des causes, elles sont des contraintes de justification. Donc, c'est complètement différent. Une contrainte de justification signifie que les règles ne sont pas des causes empiriques, mais en fait, sont des éléments dont on est obligé de tenir compte pour présenter son discours. Donc, ce sont des contraintes de justification, et très précisément, si ce sont des contraintes de justification, cela signifie que je ne peux pas faire un traitement statistique de ces contraintes de justification pour prédire ou anticiper en fait la solution. Bien sûr que je pourrais faire des éléments statistiques, par exemple, sur les quantums de dommages, de préjudices corporels, etc. Bien entendu que je pourrais toujours le faire, ça. Mais ça, justement, ce sont sur des questions de fait, des questions d'évaluation. Là, je ne parle pas de cela. D'ailleurs, ça existe déjà. De toute façon, on a déjà les tableaux des assureurs qui donnaient en fait des moyennes. Donc aujourd'hui, en fait, on a des programmes simples qui permettent d'apprécier de manière plus fine la manière d'évaluer le préjudice.
Et d'accord, on peut évaluer le préjudice, mais est-ce que la personne est responsable? C'est quand même ça, quand même, la question. Bon, donc, est-ce que la personne est responsable? Donc là, on obéit à des contraintes de justification, et parmi ces contraintes de justification, bien entendu, il y a la question du précédent et de la jurisprudence. Donc, on retrouve encore et encore la question de l'argumentation. Cinquième problème, est-ce que la méta-analyse est pertinente d'un point de vue interne? Alors, dit comme ça, la question, elle paraît très compliquée, mais en réalité, elle renvoie en fait à un problème pratique tout simple, c'est que les décideurs juridiques, donc ce que j'appelle les décideurs juridiques, c'est principalement en fait le juge et également les personnes en fait en position d'autorité dans l'administration, donc qui prennent en fait des décisions, par exemple un maire dans une mairie pour un plan d'urbanisme, ils ont forcément un point de vue interne sur le droit. C'est-à-dire qu'ils considèrent le droit dans la structure de ses règles, dans la structure de ses justifications, dans la structure en fait de ses solutions. Et souvent, ce que proposent les projets de justice prédictive ou les projets de justice prédictive qu'on lit dans la littérature, ce sont plutôt des projets qui visent en fait à la méta-analyse, c'est-à-dire en fait à un point de vue supérieur et différent sur ces données, en disant, bah, écoutez, par exemple, si vous vous faites licencier en Bretagne, vous avez plus ou moins de chances d'obtenir une indemnité que si vous vous faites, par exemple, licencier, je ne sais pas, dans les Bouches-du-Rhône. Bon. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre la gestion du risque juridique avec le droit lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, je vais produire des données sur le temps que dure en fait un contentieux. Bon, très bien, mais ça, c'est une donnée en fait de gestion du risque juridique. En me disant, bon, ben voilà, je sais que ce contentieux, par exemple, en moyenne, c'est 1 an et demi. Mais cette information n'est pas un argument. C'est-à-dire que quand je vais argumenter devant le juge, c'est justement de la méta-analyse. Donc, j'analyse en fait mon corpus de données. Donc, j'extrais en fait une information de mon corpus de données, mais ce n'est pas une information qui est pertinente d'un point de vue interne. Ça va me servir en fait à prendre d'autres décisions, de bloquer des crédits ou de mobiliser en fait des collaborateurs, etc., etc. Mais ce ne sont pas des arguments en fait exploitables. Donc oui, ça permet de construire une stratégie, ça je ne le nie pas. Mais pour reprendre en fait un concept qui a été popularisé en fait dans le domaine du jeu, il ne faut pas confondre le game et le metagame, c'est-à-dire le jeu et le méta-jeu. Donc au football, il y a les règles du jeu qui déterminent comment le jeu se déroule, et après je peux avoir des informations qui sont externes au jeu. Par exemple, si je vais tirer en fait un penalty, je sais que tel joueur tire tout le temps le penalty d'un certain côté. Si je suis le gardien de but, grâce à cette méta-information qui est hors du jeu, je vais orienter en fait ma décision. Mais en fait, il n'y aurait pas de metagame s'il n'y avait pas de game. Donc, il me semble que si on veut construire en fait une information pertinente en fait à extraire sur un corpus juridique, encore faut-il que la première couche, c'est-à-dire la première couche d'intelligence artificielle qui est appliquée en fait au droit d'un point de vue en fait interne, soit déjà pertinente. Donc, moi, la question que je me pose, bien sûr, je n'ai pas de solution. Vous avez compris que ce soir, je ne suis pas là en fait pour vous donner des réponses. C'est plus un domaine en fait où il y a des problèmes que des solutions. C'est est-ce que le point de vue méta, il est directement pertinent en première intention? Moi, j'ai un doute. Voilà, je ne le pense pas. J'ai un doute. J'ai au moins un très gros doute en fait là-dessus. Voilà. Donc, je suis arrivé en fait à la moitié de mes questions. Je serai beaucoup plus rapide sur celles qui restent. Donc, 6e question, est-ce que les concepts juridiques ont pour fonction de représenter le réel? Alors, pourquoi je me pose cette question? Parce que si vous répondez oui à la question, c'est-à-dire vous considérez que les concepts juridiques, ils ont pour fonction de représenter un réel, par exemple que le contrat représente en fait le contrat qu'on passe, que la propriété, ça représente en fait l'usage qu'en fait le propriétaire de son bien, eh bien, vous allez juger les concepts en fonction de leurs référents empiriques et pratiques. Et donc, du coup, vous serez obligé de collecter des données en fait, dans la réalité pour pouvoir compléter les concepts juridiques. En revanche, si vous considérez que les concepts juridiques n'ont pas pour fonction de représenter le réel, mais par exemple, ils ont pour fonction d'argumenter, eh bien, dans ce cas-là, vous allez les étudier sous l'angle de règles sémantiques et syntaxiques. Donc, vous allez les étudier en fait, selon une combinatoire. Et donc là, bien entendu, même chose, vous ne développez pas le même type de projet
le même type de raisonnement sur les concepts juridiques. J'entends, je ne parle pas du langage naturel, mais je parle bien en fait des catégories juridiques, des concepts juridiques. Et donc, du coup, ça nous amène en fait à la 7e question, au 7e problème, c'est est-ce que les algorithmes peuvent traduire les règles de droit? Est-ce que les algorithmes peuvent traduire les règles de droit? Alors, j'allais dire oui pour certaines règles de droit, comme le code de la route. Mais j'ai remarqué que les exemples de code de la route sont des exemples qui sont souvent pris par des non-juristes. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui en fait, ont cette intuition de j'allais dire, cette expérience en fait, du quotidien. Mais je rappelle en général à mes collègues non-juristes que le code de la route n'est pas enseigné dans les facultés de droit. Ce n'est pas une matière juridique. Et puis en plus, les codes de la route, c'est un exemple très problématique puisque c'est le seul cas où les règles sont visibles. C'est le cas en fait où vous avez des symboles qui vous montrent les règles que vous devez appliquer. Donc oui, peut-être que le code de la route, on pourra en fait directement le traduire dans des algorithmes, dans des voitures en fait dotées d'intelligence artificielle, ça j'en doute pas. Mais là justement, ça dirige le comportement d'une voiture, enfin, d'un conducteur. Enfin, il décide pour diriger la voiture en fonction du code de la route. Mais si les règles de droit, elles ont en fait avant tout en fait un statut argumentatif, et si en plus il y a une indétermination sémantique, c'est clair qu'on ne peut pas faire ce rapprochement qui souvent en fait est fait dans certaines publications, mais je ne veux pas les citer puisque je veux viser à être désagréable avec personne en fait ce soir. Mais on ne peut pas traduire les règles de droit directement en fait dans des algorithmes. Ce n'est tout simplement pas pertinent d'un point de vue épistémologique. Techniquement, on pourra le faire, mais c'est épistémologiquement non pertinent. Et donc, ce qui signifie qu'en réalité, les programmes qu'on va concevoir, ils s'appuient sur une aide en fait à la décision, une aide à la détermination sémantique de certaines propositions que le juriste en fait rend compte. Et j'allais dire, toute cette problématique-là, si je la relie en fait avec l'apprentissage automatique, bien, on s'aperçoit que si je veux faire un apprentissage automatique, et dans la société Juriprédis, on fait un apprentissage automatique pour le moteur de recherche, mais il est supervisé par une expertise humaine. Parce que c'est un domaine qui est tellement fin, le domaine en fait, de l'interprétation des décisions de justice, qu'on ne peut pas laisser en fait, la décision à une machine de savoir en fait, si c'est sémantiquement pertinent. En fait, du moins, on n'a pas aujourd'hui des modèles suffisamment précis, même dans le langage naturel, pour arriver à cette pertinence en fait, sémantique. Je veux dire, si aujourd'hui vous cherchez en fait, la femme du roi, c'est pas sûr en fait, que la machine vous dise en fait, que c'est la reine. Bon. Donc, à plus forte raison, bien entendu, pour les concepts juridiques. Donc, finalement, cette 7e question nous renvoie de manière sous-jacente en fait, à une question qui était évoquée au tout début en fait, de la présentation, c'est est-ce que le droit est calculable? Bon. C'est le vieux projet de Leibniz, hein, la jurisprudence en fait, universelle, mais pour en fait, qu'il soit calculable, ça suppose en fait, déjà de pallier son indétermination sémantique et de bien différencier, à mon sens, les règles de droit des algorithmes qui, à mon avis, ne peuvent pas en fait, les représenter strictement. Voilà, il nous reste 3 questions. La 8e question, qui est directement en, fait, en lien avec celle-ci, c'est est-ce que nous raisonnons en suivant des règles, de manière générale? Est-ce que nous raisonnons en, fait, en suivant des règles? Eh bien, si j'en crois les études qui ont été faites sur des systèmes experts, donc les premiers en fait, systèmes programmés pour imiter la décision humaine, notamment dans le diagnostic médical et dans le pilotage en fait, des sous-marins nucléaires. Donc, des programmes de recherche qui ont été menés en psychologie cognitive dans les années 80-90. Eh bien, ce qui a été en fait, la conclusion de ces recherches, c'est que les experts humains ne raisonnent pas en suivant des règles. En réalité, ils identifient directement la solution. Donc, un médecin expert identifie en fait, le poumon malade
Et ensuite, ils se justifient sur le caractère malade du poumon. Tandis que ceux qui utilisent des règles, en général, sont justement des médecins non expérimentés, c'est-à-dire ce qu'on appelle médecins non expérimentés, ce sont des étudiants Bac plus 12 qui sortent de leur spécialité, mais en fait, qui n'ont pas en fait, de longues pratiques durant des années. Bien, eux respectent encore dans leur raisonnement, ils suivent en fait encore les règles qui correspondent en fait aux règles de leur traité ou de leur manuel. Bon. Donc, on pourrait faire la même remarque pour les experts juridiques, c'est-à-dire que les experts juridiques, ils ont l'intuition de la solution, ils raisonnent par rapport à un stock de cas qu'ils ont en fait en mémoire, qu'ils connaissent en fait parfaitement, et c'est seulement au moment où ils doivent rédiger la solution qu'ensuite ils vont rentrer dans une contrainte de justification. Donc, partir de l'idée qu'on raisonnerait en suivant des règles, non seulement c'est contredit par les recherches de psychologie cognitive, mais en plus, j'allais dire, pour le droit, l'expérience resterait en fait à faire, ce qui nous ramène également en fait, à la question de la théorie en fait, empirique du raisonnement juridique. Neuvième obstacle épistémologique, neuvième question, que faire en l'absence de données? Parce que pour en fait, faire une programmation d'intelligence artificielle, il faut des données. Bon. Alors vous allez me dire, il y a toujours des données. Oui, mais quand vous regardez les exemples qu'on prend, ce sont souvent sur des contentieux de masse. Les accidents de la circulation, le préjudice corporel, la rupture des relations commerciales établies. Donc très bien. Donc là, je vais pouvoir calculer des quantums, je vais pouvoir avoir beaucoup de données en fait, pour faire des études statistiques. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je rentre en fait, dans du contentieux qualitatif et non plus quantitatif? Comment en fait, je programme la machine lorsqu'en fait, j'ai une seule occurrence ou deux occurrences? Bon. Alors, en droit, on sait qu'une seule occurrence, ça suffit, ça constitue en fait un précédent. Donc, attention à ne pas tomber en fait, dans un biais intellectuel, enfin, cognitif ou épistémologique, enfin un obstacle épistémologique, soyons clairs, en considérant qu'il ne doit exister de justice prédictive que de justice ou d'intelligence artificielle simplement en fait, appliquée à des données massives, alors certes qui sont nécessaires pour l'apprentissage automatique en matière d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est aussi la capacité d'identifier le seul cas s'il existe dans le corpus de données qui est pertinent par rapport au problème posé. Et donc ça aussi, c'est une des contraintes de programmation qu'on a tout de suite suivi dans la conception du moteur Jury-Prétis. Donc, ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est qu'il faudrait, selon moi, quasiment presque un programme pour chaque champ du droit. Parce qu'on ne raisonne pas de la même manière comme je le disais, en fait, en droit des accidents de la circulation ou en matière de licenciement ou en matière de propriété ou de pension en fait, alimentaire. Tout ça, en fait. Donc, bien distinguer le contentieux de masse du contentieux en fait, qualitatif. Alors, je parlais juste à l'instant de biais cognitifs. J'en arrive en fait à ma dernière question, mon dernier problème, parce que je ne voudrais pas être trop long. Et rester relativement en fait, synthétique, c'est comment se défendre des biais cognitifs dans la programmation et même des biais cognitifs en fait, qu'on peut avoir en abordant en fait, un problème. Alors, vous savez qu'il y a cette chercheuse en fait, très connue, parce qu'elle a publié en fait, ce livre sur les algorithmes bombes à retardement, c'est Cathy O'Neil, qui prend en fait un exemple que j'adore de biais cognitifs. C'est aux États-Unis, c'est ce fameux programme qui était censé prédire l'endroit où des infractions allaient se dérouler. Bon. Et en fait, le programme indiquait toujours les murs contre lesquels les clochards urinaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des infractions qui se reproduisent tous les jours. Donc, du coup, forcément, le moteur en fait, avait appris à reconnaître les endroits où les clochards allaient uriner. Alors que ce n'était pas du tout à la base l'objectif en fait, de ce programme. L'objectif du programme, c'est par exemple de savoir où allait se passer en fait, le prochain cambriolage ou donc ce type de questions-là. Donc, des biais, pourquoi? Bon, donc, des biais, là, on le voit en matière de prédiction d'infraction. Alors, en droit, quels sont les biais cognitifs auxquels on peut être confronté? L'utilisation en fait, d'un lexique rigide par l'utilisateur. Donc, en fait, il ne va pas taper les bonnes expressions, forcément, dans la formulation de son problème juridique. L'utilisateur, il va aussi avoir des habitudes sur les mots-clés qu'il emploie. Il va utiliser en fait, des signes qui
qui sont en fait les guillemets ou les opérateurs booléens en fait, classiques, parce qu'en fait, il a l'habitude de les utiliser pour d'autres moteurs de recherche. Mais tout simplement, un des biais, j'allais dire, contre lesquels en fait, on ne peut quasiment pas lutter, c'est la mauvaise formulation du problème juridique. C'est-à-dire que quand on interroge un moteur de recherche, il faut lui poser en fait une question. Mais si la question est mal posée, la réponse elle ne peut pas être correcte. Donc, bon. Et dans la manière dont on traite les données, on n'a aucune étude aujourd'hui qui est faite là-dessus. Je parle en droit, hein, dans le domaine du droit. C'est quand en fait un avocat ou un juge, il est dans son bureau, il est face en fait à son dossier. Quels sont ses réflexes cognitifs? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il consulte tel code? Pourquoi en fait il va taper tel mot-clé dans tel moteur, faire telle recherche? Pourquoi, enfin, comment en fait il prend ses décisions sur la base de quelles intuitions? Bref, tout ça est nécessaire, enfin, nécessiterait en fait des études empiriques, alors qu'on a commencé, nous, dans la société jurisprudence, mais en fait, on n'en est qu'au début, bien entendu, mais qui permettrait de mieux comprendre la manière dont non seulement l'utilisateur se positionne en fait face à l'outil, ça c'est une chose, mais même la manière dont l'utilisateur se positionne face aux problèmes juridiques. Et pour avoir discuté avec des amis qui sont avocats mais qui n'ont pas fait de doctorat, déjà, ils ont reconnu que dans la manière dont on aborde les dossiers, on ne se pose pas le même type de questions et on ne détermine pas les problèmes de la même manière. Donc, il y a même en fait une différence en fait, selon selon que le juriste a fait un doctorat ou pas. Donc, il n'a pas exactement la même représentation du droit, des données, de la sémantique des données, de la structuration des données. Mais encore, je pense qu'il y aura des différences encore entre un avocat pénaliste, un avocat de droit des affaires, un avocat de droit de la famille, qui n'a pas exactement en fait, les mêmes réflexes interprétatifs. Et il y a encore très peu de temps, j'ai eu tout un débat en fait, à ce sujet avec un collègue pénaliste parisien qui me disait, qui pensait que le droit pénal lui aurait mieux appris en fait, à raisonner, selon lui, que le droit civil. Donc, on avait engagé en fait, déjà tout un débat sur des manières différentes de raisonner selon les branches du droit, donc une façon différente de poser des problèmes. Donc, alors, j'aurais pu encore vous parler de toute une autre série de problèmes, mais qui étaient des problèmes plus, comment dire, plus technico-techniques, qui étaient liés en fait à la programmation, à des questions de réajustement. Peut-être on les aura en fait dans la discussion. Mais vous voyez que déjà avec ces 10 questions-là, qui sont quand même de grosses questions, qui me semblent en fait indispensables pour être rigoureux d'un point de vue épistémologique et pour avoir tout simplement une construction sur le long terme d'un projet d'intelligence artificielle appliqué au droit qui, en fait, ne nous mène pas dans le mur et, en fait, n'introduisent pas déjà dans le code des opinions qui, épistémologiquement, sur le droit, ne sont pas tenables. Parce que là, je terminerai en fait en citant une fois de plus Katie O'Neill, qui disait que la programmation, enfin les algorithmes, c'est de l'opinion dans du code. Donc, qu'est-ce qu'on code? Quelle opinion en fait on code? Quelle représentation en fait intellectuelle en fait on code? Et en étant forcément chercheur et ayant été sensibilisé à l'épistémologie juridique, ces questions-là, j'étais obligé de me les poser et je pense que tout chercheur sérieux doit, à mon sens, se les poser. Voilà en tout cas ce que je voulais vous expliquer à propos de l'influence des modèles épistémologiques sur la conception de la justice dite prédictive. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce très bel exposé, très bien structuré. Bon, vous avez ces 10 questions, à mon avis, qui sont effectivement absolument capitales. Et bon, si on passe à côté de ces questions-là, on ne peut pas avancer. Bon, donc, c'est effectivement, de ce point de vue-là, tout à fait éclairant. Je suis très content de vous avoir entendu. Alors, moi, j'ai toutes sortes de questions. Je voudrais juste en poser une pour commencer. Puis ensuite, peut-être qu'on peut laisser la parole à la salle. Et puis, je reviendrai, si jamais on a un peu de temps, à d'autres questions. D'abord, quand je regarde un petit peu la trajectoire de votre exposé, au début, vous avez parlé du mythe de l'IA. Bon, mais je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Bon, non. Et à ce moment-là, moi, dans mes notes, j'ai noté, oui, mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi ce mythe est là.
Et à la fin de votre exposé, vous arrivez à citer Cathy O'Neill, et qui dit finalement, ce qu'on code, c'est des représentations. Donc finalement, on n'en est jamais véritablement sorti. C'est-à-dire que ce mythe-là, il est bien présent au début, et il est aussi présent à la fin. C'est-à-dire que finalement, l'essai consistant à faire en sorte que le droit colle à du calculable échappe très vite quand on ne mesure pas son caractère proprement interprétatif. Et de ce point de vue-là, vous en avez fait une démonstration parfaite. Donc, il y a comme une espèce de parcours dans votre exposé pour reboucler à la fin sur une question qui est une question, je dirais, pratiquement anthropologique au départ, à savoir comment se fait-il que collectivement nous croyons cette substitution possible, hein, ça reste. Voilà, comment se fait-il que ce que nous avions appelé avec Antoine Garapon la délégation à la machine soit finalement l'un des cœurs battants de la société qui est la nôtre, hein. Évidemment, bon, vous n'avez pas la question, moi non plus, mais au moins on peut la poser à partir justement des problèmes que vous mentionnez en détail. Alors, bon, moi je voudrais juste sur le cœur de l'exposé, peut-être avant de donner la parole à d'autres, faire remarquer deux choses. Premièrement, quand vous avez parlé j'aurais voulu avoir des précisions sur ce que vous avez dit sur la notion de pertinence, donc la recherche de la décision de justice pertinentes ou de celles qui ne sont pas pertinentes. J'aurais voulu en savoir un tout petit peu plus sur la façon dont on arrive à faire cette distinction-là d'un point de vue mécanique, hein. Donc ça, c'était ma première question. Et sinon, ma deuxième question portait plus sur effectivement les systèmes d'experts. Alors moi, en tant que philosophe, si vous voulez, ce que je trouve fascinant, c'est que vous heurtez à cette question-là, qui a été un débat philosophique dès les années 80-90. Je pense en particulier au livre du philosophe américain Hubert Dreyfus, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « What Computers Can't Do ». Bon. Et vous voyez déjà, là, dans la réflexion de Dreyfus, des remarques à propos justement du jeu d'échecs ou du jeu de Go, où il montre finalement très bien que, y compris dans un univers fini, dans l'univers des solutions finies d'un jeu complètement formalisé, disons les échecs, la stratégie du bon joueur ne consiste pas, évidemment, à cause de l'explosion combinatoire, à regarder toutes les solutions possibles, mais à identifier la solution. Et alors là, la question qu'il faut réussir à se poser, évidemment, c'est la question de qu'est-ce que c'est que cette identification ? Et ce que Dreyfus montre très bien finalement, c'est qu'il arrive, un bon joueur d'échecs arrive à dégager des patterns. Voilà, des patterns, et donc quand le jeu prend telle ou telle forme, à partir de ce moment-là, ça l'engage, lui, dans son raisonnement, à suivre un certain nombre de pistes qu'il ne prévoit pas à plus de 2 ou 3 coups d'avance. Donc ça n'est pas du tout la stratégie mécanique de l'ordinateur, qui évidemment qui est une espèce de gros bourrin et qui va essayer de passer toutes les choses en revue. Donc là, il y a une attitude, disons, proprement humaine du raisonnement, qui est une attitude que la théorie psychologique de la Gestalt a beaucoup étudiée et qui consiste précisément à comprendre ce que c'est qu'un champ et voir quels sont les éléments qui deviennent pertinents et qui sont des formes, en fait. Donc, il y a une psychologie de la forme qu'il faut réussir à mettre en place, qui serait absolument, à mon avis, passionnant de voir en droit, d'essayer de comprendre ce que c'est, tout en sachant, comme vous l'avez dit aussi très bien, c'est qu'il y a des traditions juridiques. C'est-à-dire que peut-être que le droit pénal et le droit civil n'ont pas la même représentation des Gestalt qui leur permettent pour une affaire donnée, de déterminer quels sont les endroits pertinents où il est possible d'avoir telle ou telle argumentation. Bon, donc voilà, c'était un peu mes deux grandes questions, mais j'en poserai d'autres si jamais dans la salle il n'y avait pas
de réponse. Alors, oui, des questions qui sont très riches, hein. Bon, alors, je rebondis quand même sur la dernière remarque à propos du droit pénal, du droit civil. C'est que je dirais même que selon la matière, enfin, selon la branche du droit à laquelle on appartient, on n'a même pas la même représentation du droit en général. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les pénalistes ont beaucoup plus tendance en fait, à insister sur le droit comme comportement, ou par exemple, les publicistes, les constitutionnalistes ont plutôt tendance, étant donné à cause de la hiérarchie des normes, à adhérer en fait, à un paradigme de type kelseenien. Bon. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant aussi, enfin, très étonnant, c'est moins étonnant par rapport à ce qu'on vient de dire, mais une épistémologie faite par des juristes de droit privé, elle va plus être centrée sur la technique juridique qu'une épistémologie faite par des juristes de droit public qui vont plus en fait intégrer la dimension politique dans le droit. Bon. Par exemple. Bon. Alors, pour essayer de répondre en fait aux questions. Donc, sur la question en fait d'abord, enfin la remarque de la substitution de la délégation en fait à la machine. Alors, je pense en fait qu'il y a un concept, alors que je n'ai pas cité, je ne pouvais pas tout citer, mais je crois qu'on oublie très souvent en fait dans le droit l'aspect de la créativité. Et que le bon juriste, c'est aussi celui qui arrive en fait à créer le problème qui va convaincre en fait le juge que c'est sur ce problème en fait qu'il faut raisonner et qui va lui permettre en fait de mobiliser effectivement des précédents qui vont dans son sens. Et donc, pour déterminer la pertinence, justement. Voilà, c'est ça, déterminer la pertinence, exactement. Et je pense que c'est à relier très précisément avec l'attitude du joueur d'échecs. C'est-à-dire que pourquoi le joueur d'échecs en fait ne déroule pas, il déroule pas en fait comme un ordinateur, c'est parce qu'en fait en réalité il est créatif. Et je pense que les bons joueurs d'échecs, alors moi-même je ne joue pas du tout aux échecs, hein, mais du moins de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même des personnes qui en fait arrivent dans le jeu à créer en fait des situations qui sont tellement problématiques pour l'adversaire que l'adversaire ne va pas réussir en fait à les renverser. Donc il y a un aspect en fait de créativité qui justement échappe presque à la prévisibilité par un calcul qui soit strictement en fait linéaire. Bon. Alors c'est vrai qu'en droit, cet aspect de la créativité, on va dire qu'il ne s'exprime que pour les affaires difficiles, ou alors il va falloir vraiment trouver en fait le point qu'on va mettre en fait en valeur. Mais cette créativité, on a parlé de pattern aux échecs, pour les échecs, mais cette question du pattern, en fait, on peut la relier en fait à la question des concepts de manière générale, parce que les concepts, ce sont des structures. Donc les patterns, en fait, on pourrait les décrire comme des structures, et même les patterns, on pourrait même les décrire en fait comme des graphes orientés. Et les concepts, en fait, aussi, on pourrait les décrire en fait comme des graphes orientés en droit. Il y aurait tout un domaine en fait d'application, hein, moi, qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je travaille en fait en ce moment. Parce qu'en fait, ce sont les concepts qui orientent la représentation du problème qu'on a, et je pense qu'ils orientent aussi la manière dont on fait les recherches. Et donc, du coup, je termine, je suis désolé par la première question, j'ai rebouclé peut-être mes habitudes de faire des boucles, mais la question, comment on détermine la pertinence de la non-pertinence? Et en fait, moi, l'idée fondamentale que j'ai eue, c'est que la pertinence d'une décision de justice, elle ne peut pas être que lexicale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas dans une décision de justice, dans un précédent, on ne cherche pas des mots, on cherche la réponse à une question. Donc, ce qui signifie que le moteur juriprédis, on l'a conçu pour d'abord éliminer ce que j'appelle, moi, enfin ce que j'ai appelé, comme ça dans la pratique, les faux positifs. Donc, qu'est-ce que c'est un faux positif? C'est lorsque vous cherchez, par exemple, mettons, vous posez la question de savoir, voilà, est-ce que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence exclusive? Donc, vous tapez en fait la question, vous avez tous les mots, vous avez compétence, vous avez exclusive, vous avez tribunal paritaire des baux ruraux dans le texte, mais le texte ne parle pas de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux. Et donc, l'idée, c'était d'abord, parce que c'est par rapport en fait aussi à ma propre expérience, c'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération où j'ai fait ma thèse à l'époque où Légifrance n'avait que 2 ans, 3 ans en fait, de décision de justice. Donc, je fais partie en fait de la dernière génération qui a fait une thèse en fait en faisant des photocopies des décisions de justice. Donc, j'ai encore une très grosse culture papier, et ça effraie toujours mes élèves lorsque je leur ai dit que j'ai fait mon mémoire sur disquette. Parce que je sais pas, peut-être ils me voient beaucoup plus jeune que ça, et que donc du coup voilà, j'ai traité en fait du papier, etc. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que
Légifrance, moi, je l'utilise depuis le début, donc, depuis que ça a été créé. Et qu'est-ce que c'est qui m'a le plus frustré sur Légifrance? C'est qu'en fait, on tape les mots, mais toutes les décisions qui ressortent, il faut qu'on lise toute une série de 50, 60 décisions, des fois, pour trouver la décision qui nous intéresse. Donc le problème finalement, c'est le système du mot-clé lui-même. C'est ça, exactement. Alors que ce que vous recherchez, c'est une certaine pertinence de la narration. C'est un concept. En fait, ce qu'on recherche, c'est un concept. C'est un sens. Donc, mais c'est plus qu'un sens. Parce que ce qu'on recherche, c'est un concept. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est un lien entre un cas, une catégorie et une solution. Donc, en fait, on recherche ce triptyque-là. Parce qu'il y a aussi ça, en fait, dont je n'ai pas parlé. Mais vous pouvez avoir le bon concept, vous pouvez avoir la bonne solution, mais les faits de l'espèce peuvent ne pas correspondre, en fait, aux faits de votre propre affaire. Bien sûr. Donc, du coup, bon, on a souvent parlé en fait de triangle sémantique. Et là, du coup, si on devait faire un triangle en droit, ce serait cas, qualification, solution. Voilà. Et c'est ce qu'on recherche en fait dans la décision de justice. Donc, ce qui signifie qu'on ne peut pas simplement se fonder sur un système de mots-clés. On ne peut pas se fonder sur tous les. En fait, pour moi, on ne peut pas se fonder sur tous les standards du web actuel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas raisonner, par exemple, en matière de popularité, ça n'a aucun sens, comme le ferait Google pour des sites de recherche. On ne peut pas raisonner non plus en densité de mots-clés. Parce que vous pouvez avoir en fait un texte où il y a, je ne sais pas, 15 fois en fait, le mot contrat de vente, mais ce n'est pas pour cela qui va résoudre le problème qui vous intéresse relativement en fait, au contrat de vente. Donc, on ne peut pas simplement raisonner en fait, par densité de mots-clés. On ne peut pas raisonner par popularité. On ne peut pas non plus raisonner par fraîcheur de l'information. Parce que pourquoi faire simplement remonter, donner un poids plus important à des données qui ont simplement 1 an, 2 ans ou 3 ans, alors que si vous avez en fait la seule décision de justice qui est pertinente et qui est de 1978 et que depuis en fait le problème n'a pas évolué, ça arrive dans certains domaines du droit, ben, il faut que le moteur de recherche arrive à la récupérer. Alors si déjà dans votre moteur de recherche vous avez introduit en fait un biais sur du moins vous avez mis une contrainte sur la fraîcheur des données en disant que déjà il va d'abord chercher dans les 10 dernières années, ben, déjà pour moi le moteur de recherche il est scientifiquement pour moi il est plus pertinent, enfin épistémologiquement il est plus pertinent. Donc voilà, dans la progression de la programmation du moteur, c'est ce type moi, de questions que j'affronte et que nous affrontons. Et j'essaie de persuader toute l'équipe que c'est important. Et je vous assure que ce n'est pas si facile que ça. Non. Quand on est face, en fait, dans l'interdisciplinaire, on face à des ingénieurs, parce que souvent, ils pensent que tout ce que je leur dis, ce sont des rêveries de juristes ou des fantasmes de théoriciens. Puisque malheureusement, je fais de la théorie du droit. Donc déjà, le droit, ça paraît en fait ésotérique. En plus, je vous dis que faire la théorie du droit, on me dit, bon, mais en fait, là, voilà, il part dans des considérations philosophiques. Mais non, ce n'est pas des considérations philosophiques. C'est directement en fait, lié aux problèmes qui nous occupent. Voilà. Le droit comme science de l'interprétation. Voilà, exactement. Le droit comme science de l'interprétation, mais quel type d'interprétation? Parce que le droit n'est pas une herméneutique comme une autre. C'est pas une herméneutique, c'est pas une herméneutique littéraire. Voilà. Il y a une traduction spécifique. Il y a une traduction spécifique. Non seulement il y a des traductions spécifiques, mais je pense même, en fait, pour y réfléchir, en fait, depuis un certain nombre d'années, qu'il y a même en fait des structures en fait internes spécifiques, comme en fait elles peuvent exister en fait en philosophie dans des systèmes philosophiques. Donc il y a, pour dire en fait prendre un mot complexe, il y a une idiosyncrasie de la réflexion et une idiosyncrasie du raisonnement juridique. Disons que voilà, pour le dire en fait en termes philosophiques, là je me fais plaisir pendant au moins quelques secondes, c'est que le droit n'est peut-être pas ontologiquement autonome, c'est-à-dire qu'en fait, il se nourrit effectivement de la société, de la psychologie, etc. Mais son épistémologie, en revanche, elle est autonome. Voilà. Et c'est le problème, c'est qu'on a souvent trop voulu corréler les deux, c'est-à-dire déduire l'épistémologie de l'ontologie. Alors que je pense que déjà, on pourrait le traiter comme étant fonctionnellement autonome. D'un point de vue épistémologique. C'est une forme. Voilà, comme forme, exactement. Moi, je l'appellerais une forme symbolique parce que je suis un lecteur de Cassirer. Mais... Cassirer, oui, mais le droit est une forme. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est ma conviction. Je sais qu'elle n'est pas partagée par tous les
par tous mes collègues juristes théoriciens du droit, mais moi, je suis moi, j'ai été très inspiré par tous les écrits en fait de Yann Thomas et d'Aldo Schiavone. Et moi j'avoue que je suis moi dans cette ligne-là, dans la ligne en fait de Yann Thomas et d'Aldo Schiavone, parce qu'en fait le droit comme forme, ça me paraît pertinent parce que ça explique du droit romain jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Voilà. Ouais. Très bien. Je ne vais pas monopoliser la parole et donc je suis tout à fait prêt à donner la parole à qui voudrait s'il y a des questions. Donc, si vous voulez vous manifester, c'est le moment ou jamais. Peut-être que tout le monde est déconnecté. Hein, je ne sais pas. Non, sûrement pas. On est tous là. Moi, je voulais vous remercier pour la qualité de votre intervention. Et c'est vrai qu'on oublie souvent à quel point la tentation est grande pour tenter de mathématiser le droit et à quel point c'est très difficile, en fait. Et à quel point l'aspect prédiction, prévision est un débat des plus importants dans ce qui vient d'être présenté. Aussi, moi, si j'avais une question, c'était sur ces deux définitions-là. À quel moment comment est-ce qu'on fait pour rétablir une forme de justesse ou même peut-être de justice dans l'emploi du terme prédictif ou prévisionnel? Comment est-ce qu'on fait pour changer et pour retourner un petit peu maintenant les choix sémantiques qui sont opérés par la doctrine? Retourner les choix sémantiques, ça me paraît très compliqué parce qu'une fois en fait, qu'il y a un usage qui est installé, il est difficile en fait de renverser en fait une représentation, puisque le langage c'est une communauté. Alors moi l'astuce, puisque vous me posez la question, l'astuce ce serait pour moi de parler de jurisprudence prédictive. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'on cherche à prédire, c'est exactement en fait en prenant par analogie les systèmes de prédiction sur les smartphones, lorsqu'en fait on tape ces messages qui prédisent en fait le prochain mot. Voilà. Donc, pour moi, c'est de l'anticipation, en réalité, par rapport en fait, à un stock d'expressions en fait, qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc, moi, je parlerai en fait, de jurisprudence prédictive, c'est-à-dire qu'un certain précédent étant donné, quel type d'inférence on va être amené à faire. Donc, le but, c'est que la machine, en fait, elle anticipe ces inférences pour qu'on récupère les données pertinentes. Voilà. Donc, l'astuce, pour moi, ce serait de parler de jurisprudence prédictive. Et vous n'aimez pas le terme prévisionnel, ça ne vous plaît pas? Prévisionnel, disons que le problème, c'est qu'en français, c'est pas quelque chose, j'allais dire, qu'on utilise très souvent. Donc, le problème, c'est que alors là, on utilise un terme pour montrer en fait qu'on refonde en fait un usage. Alors, il y a plusieurs stratégies, effectivement. En philosophie, c'est d'ailleurs bien connu quand on veut créer un nouveau concept. Très souvent, en fait, on prend un nouveau terme pour marquer en fait la rupture. Alors, moi, je suis plutôt en fait dans la tradition de réutiliser en fait des termes déjà connus, mais de les combiner différemment. Mais les deux traditions en fait existent en philosophie. C'est deux stratégies différentes. Alors, je vais reprendre juste un tout petit peu la parole, mais c'est simplement parce que je voudrais rebondir sur la question de James à l'instant. Quand il parle de mathématiser le droit, je voudrais juste dire que ce n'est pas exactement de ça dont il est question, parce que les mathématiques, c'est beaucoup plus grand que la théorie de la calculabilité. D'accord? Donc ce n'est pas exactement mathématiser le droit, hein, c'est vraiment en faire un modèle calculable du droit, ce qui est beaucoup plus limité, hein, et ce qui est déjà à peu près impossible, enfin, bon, vraiment très difficile. Voilà. On le voit combien ça pose tout de suite des problèmes épistémologiques intenses et passionnants. Bon. Et donc, bon, voilà, c'est juste une question de vocabulaire, mais je pense que c'est important. Je reprendrai la parole s'il n'y a pas d'autres questions, mais je laisse la parole à la salle. Bonsoir, j'aurais une question. Oui, je vous en prie. Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Rouvière pour son exposé. Et j'aimerais savoir, alors ce ne sera pas